Bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de l'ASP qui fait partie de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts, auxquels prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Aujourd'hui, nous discuterons de la sclérose en plaques progressive secondaire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogène, EMD Serono, Alexion et Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Jean-Sébastien Lavoie. Il me fait grandement plaisir d'animer encore une fois le webinaire de ce soir. Je suis impliqué auprès de la Société de l'ASP depuis quelques années. J'ai participé à la web-série Souper Party, à des capsules d'information sur la SP et je suis membre du Comité national de jeunes adultes atteints de la SP. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de la Société de l'ASP. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aux participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Veuillez noter que la Société de l'ASP n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'experte qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Dr. Julie Prévost. Donc, Dr. Julie Prévost, bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être présent. Donc, rapidement, la docteure Julie Prévost est neurologue électrophysiologiste. C'est ça. 16 ans, elle est chef du service de neurologie du CSSS de Saint-Jérôme. De plus, elle est directrice de la clinique de SP des Laurentides depuis 2007. Étant impliquée dans sa communauté, elle a mis sur pied en 2008 la clinique de spasticité au centre de réadaptation, Le Bouclier à Terrebonne, dès 2018. Bienvenue, Dr. Prévost. C'était beaucoup de mots difficiles à prononcer. La parole est à vous. Merci à tous. Merci pour la société là, de SP de m'avoir invité là, pour discuter là, avec les patients. Moi, je trouve ça toujours important là, d'éduquer les patients avec la SP. Donc aujourd'hui, c'est un sujet difficile. Avant de débuter le webinaire, on a justement dit que c'est un sujet tabou, un sujet qu'on n'ose pas parler, mais je crois qu'il est de plus en plus, en fait, à la vogue et populaire. Peut-être comme certains de vous savez, c'était le congrès européen de sclérose en plaques, l'ECTRIMS, qui a terminé la semaine dernière, en fait, le mercredi, jeudi et vendredi dernier. Et la sclérose en plaques progressive était mise de l'avant, donc qui est une bonne chose. On va essayer de discuter ensemble les objectifs, de comprendre un peu le continuum de la sclérose en plaques rémittante puis progressive secondaire. Un peu, même, je vais vous discuter brièvement de les nouveautés qui ont été discutées également à l'ECTRIMS. On va reconnaître un peu les signes et symptômes d'une progression de la maladie, discuter ensemble un peu des études ou des avancées dans les traitements et des stratégies, surtout de la prise en charge là, de la SP progressive. Je vais commencer un petit peu par un cas clinique parce que c'est pas toujours facile. Ou des fois, on se dit, ben, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai une progression? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, je dis premier cas, mais finalement, on va faire seulement un cas. J'avais pas assez de temps pour deux. Un exemple, c'est un vrai cas, là. Émilie, qui est une femme de 45 ans, qui est enseignante, mère de 2 enfants, non fumeuse. Elle a des antécédents de dépression, d'anxiété et de migraine qui ont précédé le diagnostic de SP. Actuellement, elle prenait du teriflunomide, de l'escitalopram pour l'humeur et de la vitamine D. Puis, la maladie d'Émilie a commencé à 30 ans par une névrite optique, une perte de vision d'un œil, ainsi qu'une myélite, donc un engourdissement des 2 jambes, d'où le diagnostic a été posé. Par la suite, elle a débuté le Copaxone un peu plus tard. Elle était hésitante à débuter le traitement. Dans les années qui ont suivi, 10 ans après la maladie, on s'est rendu compte qu'elle avait un petit peu plus de faiblesse dans les jambes. Elle tolérait un petit peu moins bien sa médication. Donc, elle a changé pour le comprimé oral, le teriflunomide. À 43 ans, elle avait eu une autre poussée qui montrait surtout des engourdissements dans les jambes. Elle avait un petit peu plus de difficultés là, à la marche. Elle avait eu un traitement de solumedrol. Et la résonance magnétique qui a été faite un peu plus tard démontrait qu'il y avait des nouvelles lésions à la résonance. Donc,
On voit qu'à travers les années, il y avait un petit peu des poussées et des nouvelles plaques qui est apparues à la résonance magnétique. Puis 15 ans après sa maladie, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle avait un petit peu de difficulté dans sa jambe. Elle a plus de difficulté à retenir les urines, des fois un peu plus de difficulté à marcher sur de longues périodes. Donc, c'est peut-être un tableau que certains d'entre vous reconnaissent en partie ou sur certains symptômes. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir l'évolution un petit peu de la maladie à travers le temps. C'est quoi la physiologie? Ça veut dire quoi c'est quoi la pathophysiologie de la sclérose en plaques? On ne rentrera pas en détail parce qu'on pourrait faire un webinaire d'1 heure et même plus sur un sujet très complexe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis ça, j'étais très contente au dernier congrès de parler d'un continuum. Et ce qu'il faut parler, je pense que c'est pas deux silos. C'est pas la sclérose rémitante, la bonne sclérose, la sclérose progressive, la mauvaise sclérose. Ça, je pense qu'il faut vraiment éliminer ça. Et d'ailleurs, dans les prochaines années, il n'y aura plus 2, 3, 4 scléroses. Ça va être une maladie, OK, qu'on veut bloquer dès le début. Et ça, je pense que moi, je suis vraiment contente de cette approche parce que même au congrès, ce qu'on parlait beaucoup, c'est même de prodrome. Ça veut dire avant même d'avoir un premier signe physique, c'est-à-dire une faiblesse, un trouble de vision, de coordination, on se rend compte que les gens, ils vont avoir des signes avant-coureurs, un peu comme des fois, ça va être des maux de tête, une fatigue, des fois plus de difficulté à se concentrer, qui peut survenir des mois ou des années avant une première poussée. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et puis, on sait maintenant très bien que des gens peuvent avoir même de la maladie de sclérose en plaques, des plaques, sans avoir eu une vraie poussée. Et ça, on appelle ça un syndrome radiologique isolé. Donc, les gens ont fait une IRM, des fois par hasard, des fois c'était même pour aucun symptôme neurologique, exemple pour les gens ont un cancer du poumon, puis ils font des résonances de la tête, ou ils ont eu un petit mal de tête, ils font une résonance de la tête, et là, on voit des plaques. Eh bien, dans le dernier congrès, on s'est rendu compte que avant même d'avoir une première poussée, donc avec sans symptômes physiques apparents, la maladie, elle est déjà présente. Et il y a même une étude qui a démontré qu'en donnant un médicament oral, le diméthylfumarate, on pouvait éviter d'avoir une première poussée. Donc là, on ne traite pas après une première poussée, on traite avant 0 poussée. Donc, vous voyez, ça, c'est le continuum. C'est pour ça que je pense que l'approche de dire j'ai une sclérose, j'ai un syndrome clinique isolé, j'ai la sclérose en plaques rémitante, j'ai la forme qui progresse un petit peu, j'ai la forme progressive un petit peu, c'est plutôt la même maladie qui peut évoluer différemment. Puis pourquoi ça évolue différemment? C'est que certaines personnes vont avoir une grande réserve neuronale, et ça, c'est pour ça qu'on suggère aux gens d'être le plus actifs cognitivement parlant pour avoir des bonnes connexions neuronales et physiquement. Et c'est sûr que là, on essaie de bloquer l'inflammation pour pas avoir de poussée. Parce que plus qu'on a de poussée, plus qu'on a des risques qu'on ait un peu d'accumulation de blessures au cerveau, donc une perte neuronale qui peut amener un handicap après au long cours. Donc, c'est ce qu'on veut bloquer. Donc, on veut essayer de ralentir le processus de la perte de la myéline. La myéline, c'est l'enveloppe des neurones et c'est ça qu'on veut éviter de perdre avec la sclérose. On sait qu'au stade précoce de la maladie, on est capable de bien remyéliniser nos neurones. Mais quand on avance en âge et avec la sclérose, on devient moins apte à remyéliniser nos neurones. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter tôt pour être sûr qu'on coupe l'inflammation, qu'on empêche la perte de myéline pour éviter la progression. Ça, c'est très important. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une perte de neurones. Donc, au début, on a un cerveau sain et quand la maladie peut avancer, on peut perdre de neurones. Donc, vous voyez le noir à l'intérieur du cerveau, c'est ce qu'on appelle les ventricules, c'est du liquide. Donc, ça veut dire qu'on a perdu de la masse cérébrale. Même chose au niveau de la moelle épinière. Vous savez, c'est une image d'une résonance magnétique de la moelle épinière. Et avec la progression, on peut perdre des neurones. Alors, comment bloquer la perte de neurones? Bien, c'est beaucoup de stimuler notre cerveau pour faire des connexions neuronales avec l'activité cognition, l'activité physique et bloquer l'inflammation. Parce qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles taches, des nouvelles plaques, c'est là qu'on peut perdre un peu de neurones. Donc, le diagnostic, ça c'est très difficile. Comment diagnostiquer la sclérose en plaques progressive secondaire? Comme je vous ai dit plus tôt, je pense qu'on va même enlever ce secondaire progressif, primaire progressive, rémitante. Éventuellement, ça n'existera plus. C'était mis en place, je voudrais, beaucoup pour les études, mais dans la vraie vie, là, en pratique, c'est plus ou moins applicable. Donc, en gros, là, il n'existe aucun critère clair pour diagnostiquer une sclérose en plaques progressive. On dit qu'il faut que ça progresse, donc on a des symptômes qui augmentent avec les années,
Mais à quelle fréquence? Sur 10 ans? Sur 1 an? Est-ce que c'est d'être plus fatigué? C'est d'avoir plus de difficultés à terminer nos journées de travail? Donc, il n'y a pas de critères clairs. Est-ce que c'est une progression cognitive ou physique? Ça, il n'y a pas de critères bien établis. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile. Il peut y avoir des différences entre le diagnostic dans plusieurs cliniques avec différents médecins et même avec les patients. On sait que l'absence de critères clairs va amener un retard dans le diagnostic de sclérose progressive. Dans certaines études, on s'est rendu compte là, qu'il y a un retard entre le fait de penser que le patient a une progression et quand le diagnostic est vraiment posé, il peut avoir de 3 à 4 ans, puis je vous dirais parfois même pas, parfois plus, avant que le diagnostic soit nommé, en fait, avec le patient qui ait de la progression. Puis je pense que le fait de retarder le diagnostic d'SP progressive, il y a plusieurs facteurs. Je vous dirais que les facteurs reliés au médecin, au neurologue, puis ceux reliés au patient. Si je commence par le patient, c'est peut-être, c'est sûr que du côté du patient, des fois, les patients, ils sentent qu'il y a des choses qui vont un peu moins bien. Ils sentent que des fois, les journées de travail sont plus difficiles, que la marche est un petit peu plus longue, que le pied accroche davantage ou qu'ils ont plus de troubles urinaires. Donc, sauf qu'en main, on a toujours la peur d'avoir la mauvaise sclérose. Et difficulté aussi à accepter, évidemment, là, la progression de la maladie, ça, ce qui est tout à fait normal. Puis de l'autre côté, les facteurs reliés au médecin, je pense, c'est, comme j'ai dit, l'absence de critères, l'incertitude quant à l'évolution, parce que des fois, on peut voir le patient dans une bonne journée, on se dit, ah, ben ça va bien, mais le lendemain, ça va moins bien. Ça dépend quand est le rendez-vous. Même un rendez-vous le matin versus la fin de journée peut varier dans l'examen physique. Je pense des fois, c'est la difficulté avec certains neurologues, patients, d'aborder le sujet. Des fois, on manque de temps, manque en fait de crainte aussi là, de la réponse aux patients. Je vous dirais aussi que, en tout cas pour moi, là, un des critères qui est majeur, c'est l'inquiétude concernant le remboursement des médicaments. Okay? Parce que pas juste au Québec, dans plein de pays dans le monde, on a un remboursement selon le type de sclérose. J'espère encore une fois que ça va sauter, là. Donc, si on a une sclérose en plaques rémitante, on a un éventail de traitements de disponibles. Si on a un EDSS en bas de 7, c'est-à-dire si on est capable de marcher avec une marchette, canne ou sans aide. Alors que si on marque sclérose en plaques progressive, on vient de bloquer 90% de la médication. Alors qu'on sait que probablement que même s'il y a une progression, il y a certains médicaments qui ont encore un effet bénéfique. Donc ça, comme neurologue, on est plus réticent là, à poser un diagnostic définitif. Aussi, il faut savoir que des fois, il y a des gens qui vont avoir de la progression de la maladie, une sclérose en plaques progressive, mais active. Ça veut dire qu'il y a encore de l'inflammation possible. Donc, il y a encore des risques de poussée, de lésions à la résonance magnétique. Et c'est ça qu'on veut attaquer avec nos traitements. Donc, encore une fois, si je dis, je suis en progressive, j'arrête les traitements, on a toujours une crainte qu'une nouvelle poussée arrive en arrêtant le traitement ou que les lésions réapparaissent. Donc, ça, c'est un peu la crainte. Quand c'est non actif, c'est souvent défini quand il y a absence de signes à la clinique, donc il n'y a pas de poussée depuis au moins 2, 3, même 5 ans et que les résonances magnétiques ont été stables sans nouvelles lésions. Donc, c'est un peu une distinction qui est importante à faire là, pour les traitements ou les choix de traitement. Un point important qui a été discuté au congrès la semaine dernière, là, c'est tout chaud, c'est les biomarqueurs. On a hâte, on sait que c'est difficile de diagnostiquer la sclérose, c'est difficile de diagnostiquer les poussées, hormis une résonance magnétique, mais de savoir l'évolution. Il y a 2 marqueurs que j'espère vont arriver bientôt là, dans l'arsenal, si on veut, de suivi et de traitement de nos patients. C'est le niveau sérique, donc une prise de sang. C'est pas une ponction lombaire, c'est une prise de sang. Le niveau du GFAP, ça, c'est un marqueur glial d'une cellule du cerveau. Et ce marqueur-là, plus qu'il montait dans le sang, plus qu'il y avait une corrélation avec la progression et le handicap. Parfois même avant que le patient commence à avoir des symptômes. Donc ça peut nous dire, exemple, si on fait une prise de sang aux 3 mois, aux 6 mois, puis on se rend compte que, ça commence à monter, ça serait un signe là, que peut-être qu'il faudrait agir au niveau traitement ou qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la progression. Et l'autre marqueur, qui est le NFL, comme le football, là, mais c'est le neurofilament à chaîne légère. Ça, c'est un marqueur plus d'inflammation. Donc, quand le NFL monte très élevé, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Ça veut dire peut-être qu'il faut changer de traitement anti-inflammatoire. Puis c'est peut-être pas en progression, c'est qu'il y a encore de l'activité qui se passe au niveau du cerveau.
Donc, on ne peut pas les prescrire maintenant au Québec. C'est pas remboursé. Le GFAP est seulement dans les études. Le NFL s'en vient. On travaille avec McGill, le CHUM, Ottawa peuvent le faire. Donc, ça s'en vient. Je pense pas que c'est dans 10 ans. Là. Ça va être dans la prochaine année ou 2 ans. Donc, ça va nous aider. Pour ce qui est des traitements, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, là, gardez toujours en tête que c'est pas rémitante, une coupure progressive. Donc, c'est pas parce qu'on est en forme rémitante avec un traitement qu'on a depuis quelques années, qu'on n'a pas de nouvelles plaques, pas de nouvelles poussées et qu'on progresse légèrement, que notre traitement n'est pas du tout actif. Je pense qu'il peut être efficace, c'est juste que il faut regarder plusieurs facteurs. Dans la sclérose en plaques progressive, c'est-à-dire qu'il y a une progression de la maladie plusieurs années sans grande poussée, il y a eu plusieurs traitements qui ont été essayés au cours des années. Depuis 2001 jusqu'à 2018, plusieurs traitements ont été tentés. La plupart des études étaient négatives, hormis la dernière étude qui s'appelle EXPAND, qui avait été positive, là, enfin, après plus de 20 ans d'études dans le domaine. L'étude EXPAND, c'est le médicament Siponimod. C'est un comprimé oral qu'on prend une fois par jour. C'est le seul traitement qui a montré qu'on est capable de ralentir la progression du handicap à 3 et 6 mois. Il faut comprendre hein, qu'une étude, c'est une étude avec un placebo. Donc, un groupe a le médicament, l'autre a le placebo. Et on suit les patients pendant plus de 2 ans et on voit quel patient progresse ou non. Ça bloque pas complètement la maladie, ça retarde la progression. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, on sait que ça peut ralentir la progression. On dit qu'on pourrait ralentir, exemple, l'avenue d'avoir un fauteuil roulant versus placebo de environ 4 ans. On ralentit la progression là, du DSS de environ 30%. Donc, c'est pas 100%, c'est pas un blocage, c'est qu'on ralentit le handicap. Et les innocuités ou effets secondaires, la plupart, c'est un peu les infections urinaires, des rhumes, un peu de céphalée, mais je vous dirais que c'était pas très, très fréquent. C'est plus au niveau infectieux qu'il faut surveiller parce que ça diminue un peu les globules blancs, ça les garde dans les ganglions. Un peu comme un autre médicament qu'on a depuis longtemps, le fingolimod ou le Gilenya, que certains d'entre vous ont peut-être. Donc, c'est sûr que ce médicament-là, si on est fragile au niveau du système immunitaire, dans le contexte de COVID, ça nous a refroidi beaucoup de prescrire ce médicament-là le temps qu'on ait plus de données, entre autres sur la vaccination. La vaccination est un peu réduite avec le Siponimod, donc ça, il faut garder en tête. C'est pour ça que peut-être votre médecin dit, bien, pourquoi que mon neurologue ne m'a pas parlé de ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Peut-être. Bon, entre autres, c'est peut-être, il prouve que vous n'êtes pas candidat, mais c'est aussi peut-être la crainte des infections là, dans l'état du COVID ou les autres comorbidités, les autres problèmes de santé. À Lectrim, la semaine dernière, il y avait une cohorte intéressante. C'était 600 patients qui avaient un âge moyen de 50 ans, qui avaient une forme de sclérose en plaques progressive sans inflammation, donc inactive, un peu comme une maladie, tu sais, par exemple, une faiblesse dans une jambe tranquillement qui progresse très, très lentement, sans nouvelles lésions, sans plaques. Puis on s'est rendu compte qu'on réussit à stabiliser ou améliorer le DSS à 2 ans dans la plupart des patients. Évidemment, ça, c'est pas un groupe avec un placebo, donc c'est toujours, des fois, ça a l'air toujours mieux que quand on a un placebo. Mais c'est quand même intéressant. Puis ça, c'est une étude dans des pays où il n'y avait pas accès aux médicaments, puis il avait été donné par la compagnie. Puis ça, c'est quand même intéressant. Si on revient justement à qui peut avoir le Siponimod, parce que là, ce qui est la RAMQ, puis aussi les assurances privées, on s'entend, là, ils vont calquer souvent la RAMQ. Il faut avoir une maladie progressive, mais il faut avoir de l'inflammation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut avoir une poussée ou des nouvelles plaques à la résonance magnétique. Donc, si notre résonance magnétique ne démontre pas d'inflammation, qu'on n'a pas de poussée, on ne peut pas avoir le Siponimod et il ne faut pas avoir de fauteuil roulant. Donc, il faut être capable de marcher pour pouvoir avoir le traitement. Puis, évidemment, c'est le traitement ça. Si on a un autre traitement, il faut cesser ce traitement-là pour changer. Donc, il y a certaines étapes à prendre. Mais quand même, avant, on n'avait aucun traitement. Là, on a quand même des choses qui s'en viennent, donc c'est intéressant. Le parti, je pense, qui est le plus important, oui, la médication, c'est important, mais moi, à chaque fois que je parle aux patients, c'est la stratégie de prise en charge globale. Ce qu'il faut comprendre avec, mettons, quand on donne une pilule ou un traitement, on essaie toujours de, surtout, essayer de stabiliser. C'est notre but. On veut améliorer, mais la plupart du temps, on veut au moins stabiliser, essayer de ralentir la maladie. C'est sûr que les attentes, les préalistes, c'est d'essayer d'être stable ou de ralentir, d'avoir un rétablissement complet ou d'améliorer, ça peut arriver
plus rarement. Donc, c'est juste pour pas être déçu, parce que des fois, les gens commencent un médicament, puis ils vont dire, ben ça marche pas ton médicament. Puis là, on va revaser ensemble, ben on va dire, qu'est-ce que tu t'attends, qu'est-ce que pour toi, ça ne fonctionne pas, puis on essaie de revoir un petit peu les attentes là, par rapport à l'effet escompté. Euh, Puis la partie, je pense, qui est la plus importante en sclérose, qu'on passe beaucoup de temps, c'est la prise en charge des symptômes. Parce que moi, je dis souvent, le médicament, je vous donne pour essayer de bloquer les poussées, l'inflammation ou la progression. Ça ne va pas nécessairement régler vos problèmes actuels. Ça n'empêche d'en avoir d'autres plus importants. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce qu'on a, vous savez, on a beaucoup de symptômes en sclérose en plaques. Et il faut essayer d'avoir différentes approches pour cibler ces symptômes-là. On appelle ça le traitement symptomatique. C'est quoi le traitement symptomatique? C'est des traitements qui vont nous aider dans notre quotidien pour les symptômes, mais ça ne va pas changer nécessairement le décours de la maladie. Un des symptômes importants, c'est le traitement de l'humeur. On sait que jusqu'à 80 patients des patients vont souffrir de troubles anxio-dépressifs à un moment de leur maladie. Parfois, ça va être au diagnostic, évidemment, mais souvent, ça peut être au décours de la maladie. Donc, parfois, on va essayer de donner des traitements pour l'humeur. Ça peut être évidemment la psychothérapie, mais certains médicaments vont aider, exemple, à traiter l'insomnie et les troubles de l'humeur. D'autres vont traiter la douleur et le trouble de l'humeur. Donc, des fois, j'essaie de faire une pierre deux coups pour éviter d'avoir une polymédication. Donc, des fois, c'est de voir avec mon neurologue, ben regarde, moi, j'ai la misère à dormir, je suis un peu anxieux, trouble d'humeur, je préfère avoir quelque chose pour les deux. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible avec mes patients pour éviter d'avoir trop de pilules, finalement. L'autre traitement important, c'est le traitement de la mobilité. Quand on a beaucoup de space de raideur, il faut essayer de relâcher la spacité pour avoir une démarche plus fluide. Donc, parfois, même juste en traitant d'avoir moins de space, d'avoir les mollets, les jambes moins raides, ça va nous aider à marcher. Donc, les exercices extrêmement importants avec la physiothérapie. On va y revenir. Il y a des médicaments comme le baclofen que peut-être certains d'entre vous ont. Mais des fois, si ça fonctionne pas, le baclofen, il y en existe d'autres. Il y a le tizanidine, qui des fois, moi, je combine les deux ensemble. C'est souvent beaucoup plus efficace. Et il y a aussi la toxine botuliниque, qui est des injections certains connaissent par Botox ou Xéomine, dans les muscles qui sont trop spastiques. Le gros avantage de la toxine botulinique, c'est que ça cause pas de somnolence, pas de fatigue, pas de troubles digestifs. Donc, ça va là où c'est trop spastique, où il y a trop de raideur. Donc, ça, c'est important de savoir que ça existe. Si votre neurologue ne peut pas offrir ces services-là, bien, il peut référer, comme exemple, moi, à la clinique de spasticité ou à d'autres cliniques de spasticité au Québec, il y en a plusieurs. Souvent, avec la sclérose, on va avoir un pied tombant, tu sais, un pied qui accroche les escaliers, notre chaussure qui est usée au bout. Il faut savoir que parfois, les orthèses peuvent nous aider. Il y a une nouvelle orthèse, la Turbomed, qui est une orthèse beaucoup plus légère, plus dynamique, qu'on peut mettre même dans une sandale, qui est maintenant remboursée par la RAMQ depuis moins de 2 ans. Donc ça, c'est d'en parler avec le neurologue, parler avec votre orthésiste, il va pouvoir vous la montrer pour vous la faire essayer aussi. Toutes les aides à la marche, ça, c'est important. Puis c'est sûr que souvent, on est réticent d'avoir une canne, une marchette, mais des fois, je vais dire, à la place de prendre une canne, prenez des bâtons de marche. Essayez d'avoir 2 bâtons de marche quand vous allez marcher. Ça va vous équilibrer, ça va vous stabiliser aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut tenter aussi là, pour permettre de marcher plus longtemps sans avoir peur de chuter. La vessie neurogène, c'est quoi? C'est d'avoir toujours envie de pipi, d'avoir de la misère à se retenir, des fois d'avoir des infections urinaires. Ça, on le sait, c'est un des symptômes assez fréquents. C'est causé souvent par des problèmes de plaques dans la moelle épinière. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de référer à des collègues urologues. C'est important d'avoir un horaire de miction. Donc, s'obliger, même si on n'a pas envie, on y va à des heures assez régulières pour essayer d'entraîner notre vessie. On essaie d'éviter la caféine, l'alcool. La physiothérapie pelvienne ou la physiothérapie périnéale, ça, c'est très important. Je pense que les gens n'ont pas assez souvent accès à ça. C'est vraiment de voir des physiothérapeutes spécialisés, donc c'est une formation particulière, qui vont renforcer les muscles du pelvis, de l'abdomen, pour retenir davantage l'urine. Puis souvent, ça permet d'enlever des pilules pour la vessie. Fait que ça vaut la peine de le demander là, à votre spécialiste, à votre infirmière, votre neurologue. Puis il y a plusieurs cliniques de physio qui l'offrent. Et évidemment, c'est des infections urinaires, c'est important là, de les traiter rapidement. Donc, si jamais on voit qu'on se rend compte qu'on a tout le temps des infections, ça se peut qu'on a de trop d'urine dans la vessie. Donc, avec le CLSC, on peut avoir ce qu'on appelle un bladder scan, c'est une petite sonde pour voir s'il reste de l'urine dans la vessie. À ce moment-là, on peut faire de l'enseignement de cathétérisme. Ça peut faire peur, mais sincèrement, souvent, ça va améliorer grandement la qualité de vie parce qu'on n'aura plus peur de sortir et d'avoir des échappements ou d'avoir à courir les toilettes toujours. Donc,
puis sans nécessairement avoir à prendre de médicaments. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est intéressant. La fatigue, ça, c'est le gros septembre de la SP, tout le monde le sait, là. On essaie vraiment de contrer la fatigue. C'est une fatigue qui est neuronale, hein. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on a un cerveau en overtime. Je le dis toujours, là, c'est avoir une gestion de Pourquoi? Parce que quand on a la SP, au lieu d'utiliser ça de neurones, on va utiliser une grande partie de neurones pour effectuer la même tâche. C'est ce qui fait que nos neurones se fatiguent beaucoup plus vite. Alors, on essaie d'éviter les multitâches. On essaie d'avoir pas trop de médicaments non plus. Toujours se poser la question, j'ai-tu vraiment besoin de ce médicament-là qui m'endort? D'en parler avec votre médecin. Les médicaments, par contre, pour la fatigue, ça fonctionne pas beaucoup. Il ne faut pas avoir de grosses attentes. On n'aura pas la pilule miracle pour la fatigue, là. Il y a la mentadine qui peut aider un petit peu. Les psychostimulants, là, ça peut aider légèrement, surtout pour l'attention, pas pour la fatigue. Puis si vraiment on a de la somnolence, parfois le modafinil peut aider. Mais encore une fois, il faut rester quand même humble parce que c'est pas la panacée. La partie qui est très importante, puis moi, je passe beaucoup de temps avec mes patients, là, c'est modification des habitudes de vie. C'est la chose parfois la plus difficile à faire, mais c'est la plus payante. Puis ça, j'étais très contente parce qu'à Lectrim, enfin, il y avait plein de webinaires qui parlaient que de ça, qui parlaient que l'exercice, c'est important, que la diète, c'est important, puis dans plein de posters et de plateformes différentes. Donc, les études sont là. C'est difficile, mais c'est ce qui est le plus important. Le tabac. On sait que le tabac augmente grandement la progression de la maladie. Quand on cesse le tabac, un an après arrêter, on ralentit grandement la progression. Donc ça, c'est très important. L'exercice. On dit environ 20 minutes 3 fois semaine, mais ça vient même de changer. Parce qu'à Lectrim, il disait, peu importe ce que vous faites, il faut bouger le plus souvent possible, mais surtout, il faut aimer ce qu'on fait. Si vous mettez à faire du tapis roulant puis vous détestez ça, ben c'est sûr qu'après 2 semaines, vous n'en ferez plus. Il faut faire une activité qu'on aime. Puis il faut avoir chaud. C'est juste ça. Ça va vraiment aider à diminuer la progression. Ça a été prouvé. Ça va même diminuer les plaques, diminuer les lésions à la résonance magnétique. Pour la diète, il faut faire attention aux diètes miracles. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'études clairement bien établies sur la diète sans gluten, sur la diète keto. Il semble avoir peut-être des bénéfices, mais ça reste encore à prouver. La diète méditerranéenne, ça, il y a eu des bénéfices démontrés tant au niveau cellulaire, dans les cellules, au niveau des souris, puis au niveau des cohortes. Donc, ça veut dire on coupe le sel, on coupe le sucre, fruits, légumes, poissons, noix. Mais si vous regardez diète méditerranéenne, il y a beaucoup d'exemples sur Internet. Et le sommeil. OK, ça, c'est important. On a toutes des vies actives, on a toujours plein de choses à faire. Il faut s'assurer d'avoir un bon sommeil. Ça va aider pour régénérer vos neurones puis éviter là, les pertes axonales. Ça, c'est la grosse boîte noire. C'est ce qu'on ne veut pas entendre. C'est l'atteinte cognitive. Est-ce que c'est un signe de progression? Puis oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde a peur d'avoir une atteinte cognitive. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur d'en parler à notre médecin pour prendre action. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça peut être très fréquent. Puis quand je dis atteinte cognitive, je ne dis pas d'avoir l'Alzheimer. Ça n'augmente pas l'Alzheimer, la sclérose. C'est d'avoir plus de difficultés dans notre quotidien avec les multitâches, plus de troubles d'attention. Puis souvent, même, j'ai des patients qui vont dire, moi, j'ai un TDAH. Mais finalement, peut-être pas tu as un TDAH. Tu as peut-être la sclérose qui a causé ça. Puis on sait que c'est présent. Quand je dis, là, SIA, c'est un syndrome clinique isolé. Avant la première poussée, il y a déjà une bonne partie des gens qui peuvent avoir une petite atteinte cognitive, c'est-à-dire plus de difficultés avec la concentration. Et des fois, juste ça soit un peu plus lent. Donc ça, c'est important des fois d'en parler parce qu'on peut des fois avoir des stratégies pour ça. Parce que les syndromes cognitifs, ça peut se présenter de différentes manières. Souvent, ça peut être difficulté à trouver les bons mots, oublier ce qu'on faisait, se rendre compte qu'au travail, on a une petite baisse de rendement. Donc là, on dit, pourtant, il me semble que je m'y mets là, à 110%, mais c'est plus difficile. Ça peut engendrer des fluctuations de l'humeur, puis des fois des conflits familiaux avec le conjoint. Puis, ça va apporter de la fatigue aussi. Donc, souvent, c'est ça, c'est important d'en parler, pas essayer de le cacher. Souvent, ça va être notre premier réflexe, on va essayer de cacher. Des fois, ça va amener de la confrontation. Mais des fois, si on se dit, OK, oui, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, bien là, on est capable de prendre action, soit en adaptant le travail, en modifiant les heures de travail ou d'études, en essayant d'avoir des stratégies. Ça, c'est très important. Les stratégies au niveau cognitif, on parle entre autres des activités restauratives. Donc, c'est beaucoup des techniques qui vont donner en neuropsychologie ou avec les ergothérapeutes. Donc, c'est des petits trucs comme toujours, par exemple, quand on veut apprendre quelque chose, on va être sûr de ne pas l'oublier. On va dire, je le regarde, je le dis, je l'entends, je l'écris, je le fais. Puis
Puis ça, c'est bon pour tous les enfants à l'école aussi, là, ceux qui ont des enfants. Même les enseignants, ils apprennent ça aux enfants maintenant, là, dès la maternelle, mais comme adulte, on peut se le redire. Donc, si on a des choses dans notre journée qu'on ne veut pas oublier, ça, c'est des stratégies à mettre en place pour aider notre mémoire à bien garder l'information. Parce que parfois, quand on est fatigué, qu'on est distrait, ça rentre, mais ça ressort aussi vite. Donc, ça, c'est des stratégies. D'autres stratégies compensatrices là, pour l'atteinte cognitive qui peut nous aider. On a plusieurs ici, mais entre autres, on essaie de centraliser nos activités, pas s'éparpiller, de planifier d'avance. Donc, se faire un calendrier avec un horaire, ça va nous aider beaucoup à être plus structurés. Aussi, essayer d'éliminer les distractions. Si on a un travail important à faire, on essaie de fermer la lumière, on s'isole, on peut se mettre des écouteurs pour avoir plus de facilité. Faire des pauses, ça, c'est très, très, très important. Moi, c'est toujours après une demi-heure de télétravail, de webinaire, ça, on en a plusieurs, là, avec la pandémie, ou peu importe le travail, on fait une pause. On se ferme les yeux, on regarde au loin, on laisse les neurones se reposer, puis on repart. Ça peut faire une bonne différence pour être capable de terminer notre journée. Puis la nouveauté, à Lectrim, on parlait beaucoup de la méditation de pleine conscience. J'étais contente de voir ça, puis j'en parlais souvent avec mes patients, genre, ça peut être intéressant. Il y a quelques données, mais il y a eu des bonnes données cliniques qui ont démontré, dans le fond, que d'être dans l'instant présent, c'est d'être vraiment dans le présent, plutôt à la place de revivre le passé ou toujours d'anticiper le futur. Dans les études en sclérose en plaques, ce que ça a démontré, c'est que ça améliorait la qualité de vie, ça améliorait le score cognitif, ça diminuait la fatigue, puis ça diminuait la douleur si on le faisait quotidiennement. C'est pas une fois par mois là, qui va faire la différence. C'est à tous les jours, il faut se trouver un moment. C'est pas une heure, ça peut être un 10 minutes et c'est vraiment bénéfique. Donc ça, il y a plusieurs sites Internet, il y a des cours. Toutes les universités en donnent en webinaire, que ce soit Laval, Québec, Sherbrooke, l'UQAM, partout, vous allez pouvoir trouver des cours sur la méditation pleine conscience. Si on retourne là, sur le cas clinique, donc, ce qu'on peut dire sur une patiente comme ça qui est rendue à 45 ans, qui a eu des poussées à travers sa vie, bien, est-ce que je serais capable de dire où, dans quelle année qu'elle a eu une secondaire progressive? Bien, la réponse, c'est non. Est-ce que c'est à 43 ans qu'elle a commencé à progresser? Est-ce que c'est à 45 ans? Est-ce qu'elle n'a pas progressé encore puis ça va être seulement à 50 ans? Bien, la réponse, c'est que probablement que la progression, elle a commencé assez tôt dans la maladie, mais on essaie de la ralentir le plus possible. Donc, c'est sûr que quand on accumule un petit peu de fatigue, de difficulté à la marche, handicap, on a une certaine progression de la maladie qu'on essaie de bloquer le plus possible. Par contre, on sait que actuellement, une patiente comme Émilie, qui a des nouvelles poussées, qui a des nouvelles plaques, que son EDSS, donc son handicap augmente, moi, je pense que clairement, c'est une indication de changer de traitement là, dans un cas comme ça. Donc, ça, c'est un peu, souvent, une patiente comme ça, ce que je vais lui proposer, ce serait de changer pour le Siponimod, puisqu'elle aurait les critères de remboursement. Je vais l'orienter vers un physiothérapeute pour faire un programme d'exercice, renforcer au niveau surtout de sa jambe qui traîne. Je vais l'orienter vers un cours de méditation pleine conscience. Je vais lui prescrire un orthèse tibial pour son pied tombant. Et aussi, je vais l'orienter vers un neurologue pour qu'il essaie d'aider là, ses problèmes de vessie et surtout pour la physiothérapie pelvienne. Donc, vous voyez que c'est plusieurs choses. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, ça va être difficile de tout faire en un rendez-vous avec le neurologue. Donc, je pense que c'est important des fois de parler avec notre infirmière, d'en parler aussi avec notre médecin de famille parce qu'il peut nous prescrire certains de ces, de ces orientations-là, mais c'est de travailler en équipe. C'est ça qui est très important. Je pense que les conseils que je pourrais vous donner là, pour comment annoncer la progression à un patient, puis je pourrais dire aussi à votre famille ou comment en discuter avec le neurologue, je pense que, si je reviens dès le début, c'est de dire que la progression fait partie de l'évolution naturelle de la maladie. On veut la bloquer, la ralentir. Puis quand on dit progression, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en fauteuil roulant. Ça veut dire qu'il y a des choses dans notre corps qui ont progressé un peu. Je pense que les symptômes doivent être pris en charge, c'est ce qui est le plus important. Puis le temps est quand même important parce que si on progresse, peut-être que le traitement qu'on a actuellement, c'est pas le bon, puis il faudrait changer aussi pour avoir un traitement qui est plus efficace pour retarder là, la perte de neurones et l'atrophie là, au niveau du cerveau. C'est sûr que le diagnostic de la sclérose progressive, ça ne doit pas être posé à la hâte. Des fois, c'est difficile, puis souvent, ça va prendre 6 mois, 1 an, des fois même 2 ans avant qu'on soit plus certain qu'il y a un diagnostic de sclérose qui a progressé. Puis ça évolue beaucoup. Puis je vous dirais peut-être que l'année prochaine, ou peut-être même avant,
on va enlever ça. On va dire, vous avez une sclérose. OK, là, il faut changer de traitement parce que ça va un peu moins bien. Il y a des symptômes qui ont progressé plus vite ou moins vite ou qui ont changé. Donc, parce que même pour la forme rémitante, maintenant, on va commencer à traiter des patients sans aucune poussée. Parce que ça s'en vient, ça. Comme je vous dis, les gens qui ont à la résonance magnétique, qui ont des plaques, ils n'ont pas de poussée, ben, l'étude au dernier congrès nous a montré qu'on est capable de traiter, puis ça vaut la peine, ça prévient la maladie encore plus tôt. Donc, c'est pour ça que tout le spectrum de la sclérose est en train de changer là, complètement. Je pense aussi que c'est important, autant le médecin, moi, de parler au patient. Puis le patient, c'est important aussi d'en parler avec le neurologue que vous soupçonnez une progression. De ne pas avoir peur. Vous dites, ben docteur, j'ai l'impression que je progresse ou j'ai l'impression que mes symptômes, là, ça va moins bien. Peut-être qu'il faudrait changer des choses. Alors là, c'est d'avoir une discussion le plus ouverte possible. Puis la sclérose en plaques progressive, depuis longtemps, elle a été un peu laissée de côté, c'est-à-dire que tout l'argent, en bon français, là, était mis dans le début de la maladie. Mais là, on se rend compte qu'il faut prendre en charge tout le long de la maladie. Puis ça, je pense que de plus en plus, là, on tend vers une prise en charge plus longitudinale là, de la sclérose en plaques pour pouvoir bloquer là, la perte de neurones. C'est ça qu'on veut au final. On veut empêcher d'avoir une perte neuronale pour garder notre qualité de vie, pour nous permettre d'avoir une meilleure mobilité aussi. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire, OK, ça, j'ai ce symptôme-là, mais j'en parlerai pas parce que je veux pas avoir la forme progressive. On essaie d'enlever cette façon de penser puis dire, je veux avoir une meilleure qualité de vie, je veux ralentir l'évolution de la maladie le plus possible. Et ça, c'est vraiment là comment qu'il faut, en fait, le penser le plus possible. Donc, bon, j'ai parlé vite comme toujours, mais je sais que j'ai fait exprès puis de ne pas mettre trop de slides parce que je pense que la partie questions est très importante. Je sais que vous avez probablement beaucoup de questions, tout le monde. Je ne peux pas répondre à des questions personnelles ou pas me dire mon neurologue m'a dit ça, moi je n'ai pas le principe, je pense que Jean-Sébastien était pour en parler, mais je vais essayer de répondre le plus possible là, pour vous éclairer. Là. Oui, ben merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé. Moi aussi, j'étais le premier, j'étais le premier, je vous l'avais dit au début, juste avant, que c'est un sujet qui me faisait un peu peur. Je suis assez content en fait de comment ça s'est passé. Et je trouve que c'était non mais c'est vraiment très intéressant de pas le voir comme étant on veut pas atteindre ce moment-là fatidique où Mm-hmm. on était dans la bonne voie puis là on a passé dans la mauvaise voie. Donc c'est quelque chose que je quand même rassurant comme façon de voir les choses. On a évidemment plusieurs questions qui nous ont été envoyées par les gens qui nous écoutent. Donc, on va prendre le temps d'essayer de répondre au maximum de ces questions. Je lis. Donc, ici, on a une première question qui dit y a-t-il des tests sanguins tels neurofilaments qui peuvent prédire le changement d'une SP rémitante à SP progressive secondaire? Actuellement, non. C'est le neurofilament. Ce qui nous aide, c'est de voir peut-être pour la poussée. On s'est rendu compte que le neurofilament va augmenter dans le sang juste un peu avant une poussée. Par contre, ça va être difficile parce que je ne peux pas faire ça toutes les semaines, puis là me rendre compte pour prévenir la poussée. Pour la progression, ça va être plus le GFAP qui va nous aider peut-être à voir qu'il y a une progression là, qui s'en vient. Mais le gros problème actuellement, ça va être à quelle fréquence qu'on va faire ces tests-là. Comme le neurofilament actuellement, si, mettons, ça coûte 200 $, on envoie le sang à Ottawa, Dr. Friedman va le faire. Mais là, après ça, une valeur tout seul, ça sert à rien, mettons le neurofilament. Il faut avoir une valeur au départ. Après ça, après exemple, 3 mois de traitement. Et là, après ça, Dr. Friedman, il fait aux 6 à 12 mois, puis là, on voit. Mais encore une fois, c'est difficile parce que, mettons, le neurofilament est stable, mais moi, vous dites, moi, ça va pas bien. Ben là, on va dire, OK, qui qu'on croit à la prise de sang ou le patient ou à l'inverse. Le patient, il dit, moi, je suis top, je vais numéro 1, mon traitement va bien, le neurofilament monte. On est encore indécis à savoir comment on va l'appliquer. Mais ça s'en vient. À l'extrême, justement, il y avait eu 2 papiers qui étaient contradictoires. Un qui disait, oui, on a vraiment là, une corrélation neurofilament dans le sang, risque des poussées. Puis l'autre papier disait qu'il n'y avait aucun lien. Fait que là, on ne sait pas trop encore comment l'interpréter. Là. Merci. Une deuxième question ici.
Quel est le risque pour une personne atteinte de la forme cyclique de passer à la forme progressive secondaire en pourcentage? Très Y bonne a-t-il un fameux question. Je vous dis, pourcentage? ça dépend à quel âge. Exemple, quelqu'un qui a eu une sclérose en plaques qui a débuté à 13 ans, c'est sûr que si elle vit jusqu'à 80 ans, je vais vous dire que c'est probablement 100% son risque d'avoir une sclérose progressive. Ça dépend à quel âge qu'on a commencé la sclérose. Ça dépend beaucoup de la sévérité de nos premières poussées, puis si on a eu des handicaps dans les premiers 5 ans de notre poussée. Mais donc, il y a beaucoup de facteurs qui dépendent beaucoup de chaque patient. Dans les grosses cohortes, on disait que c'était environ 10 à 20 Mais ça, il faut faire attention parce que ces cohortes-là, c'était même avant la venue des médicaments à haute efficacité. Quand je parle haute efficacité, c'est les médicaments autres que les interférons, Copaxone ou les nouvelles médicaments oraux. Donc maintenant qu'on a des médicaments plus puissants, comme les anti-CD20, les médicaments qui ciblent les anticorps monoclonaux, des trucs comme ça, c'est tellement plus efficace qu'on a l'impression que ça va être encore plus faible le pourcentage. La prochaine question ressemble un peu à la précédente. Je vais quand même la lire. Je suis atteinte de sclérose en plaques rémitante depuis 20 ans, diagnostic à 25 ans. Est-ce que ma SP va obligatoirement se transformer en SP progressive secondaire après combien d'années de SP rémitante, la SP progressive Oui, bonne secondaire question. apparaît habituellement? Non, Et puis ça, pour votre c'est intéressant information, parce que, là, en fait, c'est que j'allais juste ajouter. oui, Ah, il y a un lag, c'est ça. J'allais juste ajouter qu'il y a, il ajoute, il ou elle ajoute que sa dernière poussée remonte à 2014. Si ça peut. mais c'est une bonne question parce que ça dépend beaucoup de plusieurs choses. Un, la réserve neuronale. Donc, tout le monde, on commence avec une connexion puis un nombre de neurones variable. Ce qui va varier beaucoup là-dessus, c'est notre éducation. Donc, niveau d'éducation. Encore une fois, comment on a gardé nos neurones au niveau de l'activité physique, la diète, le tabac, ça joue beaucoup. C'est quelqu'un qui est très actif, qui bouge à tous les jours, même s'il y a eu, exemple, le même nombre de poussées, que le même nombre de plaques à la résonance magnétique, que le même âge, il peut ne jamais progresser versus quelqu'un qui est très sédentaire, qui fume, qui ne fait pas attention à sa qualité de vie. Donc, les facteurs personnels sont hyper importants. Donc, c'est certain que moi, je dis toujours, là, la pilule ou l'injection, c'est important, mais le mode de vie, ce l'est autant, sinon plus. Puis, tu sais, j'ai plein d'exemples de patients, je me souviens, puis ils disaient, bah, je fais pas mes journées, je suis en arrêt de travail. Puis là, on a dit ensemble, on a établi, il faut que tu fasses de l'exercice, on fait un plan, réussi à aller marcher, courir. Puis finalement, la patiente, son EDSS, il a monté en flèche. Puis moi, je pensais que son allait en progression, puis finalement, elle s'est améliorée. Alors, elle n'était pas dans les études, là, tu sais, je veux dire, mais ça, c'était comment? C'était pas, je n'aurais pas pu le prédire. Son IRM me disait pas ça, les statistiques, les études non plus. C'est dans son mode de vie, puis c'est la prise en charge. Donc, je pense que le message, c'est très difficile d'individualiser. On a beaucoup d'études, là, des gros groupes, mais chaque personne, c'est différent. Puis pourquoi c'est différent? C'est comment on stimule notre cerveau. Donc, cognitivement, socialement, de ne pas s'isoler. C'est difficile avec la pandémie. On a eu de la de la misère, tout le monde. Je vous dirais, là, ça a été difficile dans la pandémie. Puis le côté progression, je vous dirais, là, le meilleur exemple, c'était le COVID-19 puis l'isolement. Tout le monde qui ont été moins actifs, qui se sont isolés socialement, qui ont été moins stimulés cognitivement, à chaque clinique, tout le monde semblait s'en aller en progression. Là, une fois qu'on a levé ça, oups, ça s'est rétabli. Donc, c'est pas seulement que la maladie, la physiologie a changé, c'est juste qu'on a été moins actifs. Donc, pour répondre finalement à la collègue, tu sais, probablement elle peut rester en forme légère, bénigne, jusqu'à 70 ans. Donc, moi, j'en ai des patients là, qui sont à 70, 65, puis ça va super bien, là. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progression. Il y a une légère progression parce qu'il dit, je suis un peu plus fatiguée que mes collègues de mon âge. Tu sais, quand je vais à la danse, à la marche en montagne, c'est un petit peu plus difficile. Mais il reste qu'ils ont une belle qualité de vie quand même, puis même s'ils ont une légère progression. Ouais, ça, c'est un truc que je trouve extrêmement rassurant en général, là, à quel point ça peut avoir un effet positif sur les choix de l'hygiène de vie qu'on fait. Je suis un peu, avec la pandémie, je suis un peu en laboratoire personnel où j'étais quelqu'un de super, de très sportif avant la pandémie, puis à cause de
problèmes de santé et toutes sortes de trucs pendant la pandémie et le confinement, j'ai complètement arrêté de faire du sport. Puis là, en ce moment, je recommence à faire du sport parce que je le sens que ça a un effet négatif Mhm. sur mes symptômes. Mhm. Mais donc, une autre question ici. Est-ce qu'on sait si d'autres médicaments s'en viennent pour la forme de SP progressive secondaire? Ouais, on n'a pas eu beaucoup de grosses nouveautés, la Lectrim, par rapport aux médicaments. Actuellement, il y a une étude avec l'ocrelizumab qui est acceptée en forme rémitante, en forme primaire progressive, que j'ai un peu moins parlé, parce que c'est un petit peu différent là, comme mécanisme d'action. Ils étudient actuellement l'ocrelizumab en forme secondaire progressive. Il y a ce qu'on appelle les BTK inhibitors, ça, c'est les brutinase inhibitors. C'est un mécanisme différent qui va aller jouer sur les mastocytes, les macrophages, donc d'autres cellules dans le cerveau, pour essayer de les diminuer. Donc, diminuer une autre. Avant, nos médicaments jouent beaucoup sur les lymphocytes, là, les globules blancs lymphocytes. Les BTK vont être plus sur les mastocytes macrophages. C'est juste que les études étaient correctes, ça ralentissait la forme progressive secondaire, la forme primaire, mais pas de façon incroyable. Et les études, ça fait même plus que 2 ans, parce que c'était il y a 3, ça va faire 4 ans que les études de phase 3 sont terminées. Au dernier congrès, ils montraient des sous-types d'études, mais on l'a pas encore d'approuvé. Fait que ça, c'est un signe que c'est pas le médicament le plus efficace au monde. Les gens, souvent, ils me parlent de la greffe de cellules souches en progression. Pour Mm. l'instant, c'est encore, surtout en forme rémitante, rémitante très active que ça fonctionne. Parce qu'on a des données maintenant avec la greffe de cellules souches à plus de 20 ans. Les gens, ils n'ont pas eu de nouvelles plaques, pas eu de nouvelles poussées, mais ils peuvent quand même avoir une légère progression. Puis si ça a été donné trop tard, ça ne va pas bloquer la progression. Donc, ce n'est pas un traitement qu'on donne rendu avec une forme progressive trop avancée parce que ça ne fonctionnera pas. Puis il y a quand même des risques importants là, à ce traitement-là. Euh, donc, c'est ça. Fait que pour l'instant, on n'a pas de grosses nouveautés. Il y avait la biotine qu'on pensait intéressant, mais dans l'étude d'extension, la biotine qui est la vitamine B7, mais finalement, on s'est rendu compte que ça l'aidait vraiment pour quelques mois, puis oups, l'effet s'estompait là, après 6 mois. Donc ça a été rejeté là, pour l'instant. Mais c'est ça. En tout cas, au dernier congrès, il n'y a pas de gros médicaments là, qui s'en vient à court terme. Là. Est-ce que le nombre de lésions démyélisantes affecte le rythme de la progression? Le nombre de plaques, donc le nombre de lésions démyélisantes, oui, va affecter la progression. C'est pour ça que traiter tôt. Moi, je dis toujours time is brain. Donc, ça veut dire plus qu'on attend avant de traiter, plus qu'on a des plaques, plus qu'on perd de la myéline, et là, plus on risque d'avoir un handicap qui s'accumule avec le temps. Donc, si je peux retenir, c'est pour ceux qui sont encore hésitants à traiter en début de maladie. Moi, quand je traite en jeune âge, là, à 20, 15, 30, même 40 ans, c'est pour être capable d'avoir une qualité de vie à 70. C'est pour prévenir le handicap. Puis ça, des fois, c'est difficile, parce que quand tu es jeune, ou quand tu es aux études, ou quand tu commences ta carrière, des fois, tu n'as pas toujours le goût d'être traité. Tu dis, j'ai des effets secondaires, ça ne me tente pas. Le monde ne sont pas compliants ou ils arrêtent, mais c'est là qu'on augmente les plaques. Puis oui, le nombre de plaques a un lien direct avec plus de risques de progression. Mais après ça, c'est ça. Si on fait attention, si notre mode de vie, on peut le ralentir, ça, c'est certain. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est drôle aussi pour qu'un jeune diagnostiqué, moi à 25 ans, on m'a presque donné le choix de commencer ou non un traitement, puis finalement, mon neurologue a dit que ça serait une meilleure idée si je le commençais, mais je trouvais ça bizarre que ça puisse retomber sur mes épaules à moi, mais Mm. donc j'ai commencé dès mon diagnostic. Une autre question ici. Le siponimod a-t-il un effet sur le cœur arythmie? Bonne question. J'ai parlé rapidement, mais en fait, très, très, très peu, beaucoup moins qu'avec peut-être la personne qui pose la question, elle avait déjà le fingolimod ou le Gilenya. Le Gilenya, c'est qu'il y avait juste une dose. On donnait ces 0,5 mg, bang, d'un coup. Donc, quand on le prenait, il fallait aller dans une clinique de première dose. Donc, ils prenaient notre pouls, notre pression pendant plusieurs heures pour être sûr qu'on n'a pas une baisse de notre pouls, qui était souvent dans les premières heures. Avec le siponimod, on ne l'a pas parce qu'il est plus spécifique, donc plus précis pour les neurones, moins pour le cœur.
Et aussi, c'est une titration. Donc, on commence 0,5, 1, 2 mg. Donc, on y va progressivement. Donc, à date, on n'a pas eu de problème avec le cœur. C'est sûr que quelqu'un qui est cardiaque, qui a des médicaments qui ralentissent le pouls, ça peut être une contre-indication par contre. C'est pour ça qu'il faut vérifier là, si on n'a pas de problème cardiaque important. Là. Pas de l'angine, mais plutôt de l'arythmie. Est-ce que l'apnée du sommeil est plus fréquente chez les personnes atteintes de SP? Ça, c'est une excellente question. L'apnée du sommeil obstructive, ça veut dire causée surtout par le gain de poids, qui fait que ça obstrue les voies quand on est couché. Ça, non. Par contre, il y a une forme d'apnée du sommeil qui est beaucoup plus rare, qu'on dit l'apnée du sommeil centrale, qui est causée par le cerveau, qui des fois n'envoie pas assez de signaux de respirer. Donc, on fait des pauses dans la nuit. Ça, oui. Mais je voudrais que c'est un stade assez avancé de la maladie. C'est souvent quand on a de la difficulté un peu à avaler ou que les gens ont une maladie qui a été très agressive, là, qui sont en fauteuil roulant et qui ont atteint des bras aussi. Donc, c'est quand les muscles, souvent de la respiration, sont touchés. Ce qui est quand même pas la norme, là, je vous dirais. C'est quand même assez rare. Donc, mais la cause numéro 1 d'apnée du sommeil, c'est pas la sclérose, c'est le surplus de poids. Donc, c'est vraiment la cause la plus importante qui va faire qu'on a trop de poids, trop de gras, puis ça l'écrase dans les voies respiratoires. Je vois une question ici qui était une des questions que j'avais envie de poser moi-même. Je vais la poser tout de suite. La SP progressive peut-elle changer en SLA avec l'âge, donc la sclérose latérale amyotrophique? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux Pas du tout. scléroses-là? Pas du tout. C'est vraiment Pas là, du deux tout, OK. maladies complètement différentes. Le mot sclérose, ça vient vraiment de la pathologie. Donc, avant, on n'avait pas de résonance, on n'avait pas de scan, on n'avait rien. Donc, comment que les médecins, il y a plus de 200 ans, réussissaient à diagnostiquer les maladies? C'est en regardant le cerveau une fois que la personne était morte. Bon, on part de loin. Puis dans un cerveau de sclérose en plaques, c'est qu'il y avait certaines parties du cerveau qui étaient sclérosées, qui étaient plus rigides, qui étaient pas spongieux. Puis dans la sclérose latérale amyotrophique, c'était la même chose. Mais ça touche pas du tout la même chose. La sclérose latérale amyotrophique, la SLA, c'est uniquement les nerfs moteurs, puis ça touche pas du tout la myéline. Donc, c'est pas du tout la même maladie. Donc, la sclérose en plaques, il n'y a pas de facteur de risque ensemble. Un n'amène pas l'autre. Puis, il y a quelqu'un, mettons, tu as la SP dans une famille, tu n'as pas plus de risque d'avoir la SLA, là, jamais. Ça, c'est aucunement relié. C'est quand même rassurant. Oui. Une autre, une autre question ici. Le critère de diagnostic McDonald disait qu'on doit avoir 2 poussées à 2 endroits différents pour faire le diagnostic de SP. Maintenant, est-ce que c'est bien après une poussée? En fait, puis je vous dirais, ben maintenant, oui. Puis bientôt, ça va être après 0 poussée. C'est en sens que Ah c'est pour oui. ça que je dis que maintenant, nos syndromes, qu'on appelle le syndrome radiologique isolé, ça veut dire qu'on a une IRM qui nous montre la sclérose. On va faire une ponction lombaire. S'il y a des bandes oligoclonales, puis qu'on a peut-être une plaque dans la moelle épinière, ben on va être capable de faire le diagnostic de sclérose avant même une poussée. Donc, c'est pour ça que le spectrum de la sclérose, là, on tasse de plus en plus vers le pré-symptomatique. Encore une fois, parce que là, ben ça, c'est tout chaud, là, c'est même pas publié, mais l'étude Electrim, c'était l'étude de Sprint qui était, ils ont fait placebo avec versus Tecfidera, le diméthylfumarate. Ils ont suivi pendant plus de 2 ans. Donc, c'est des gens qui n'avaient jamais eu de poussée, puis ils ont vraiment fait attention, là, même une petite poussette, ils n'ont jamais eu de poussée. Ils ont fait une IRM, pour une autre raison, ils ont vu des plaques. Ils ont suivi les patients pendant 2 ans. Puis ceux qui étaient sur le médicament oral, il y avait une diminution de 90% les risques d'avoir une première attaque versus le placebo. Donc, ça, c'est comme si on est capable même de prévenir que la maladie apparaisse. Alors, c'est pour ça que ça s'en vient de traiter très, très, très tôt. Fait que maintenant, une poussée, c'est clair qu'on traite. On se casse même plus la tête, là. Une poussée, on traite. Ça, c'est clair depuis plusieurs années. Ça va être même pas de poussée, IRM qui va avec la sclérose, on va traiter bientôt. Une fois que la RAMQ va nous donner le droit. Oui, mais ce qui m'amène à juste poser une petite question complémentaire. Est-ce qu'éventuellement, c'est sûr que là, j'ai pas l'argument coût de la société sous les yeux, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, dans les
batterie de tests qu'on passe régulièrement en tant que patient en Mhm. santé. À un certain âge, je veux dire, passe donc juste une IRM à comme 22 ans pour voir où est-ce que tu en es par rapport à tout ça, pour voir, même avoir la chance de pouvoir le détecter d'avance. C'est une excellente question. Je pense pas que ça va le devenir pour plusieurs raisons. Les assurances, le fait Ouais. de coût-bénéfice, effectivement. Sincèrement, je pense pas. Par contre, est-ce qu'on va le faire chez la fratrie? Donc, enfants, frères et sœurs? Ah, Ça, peut-être. Tu sais, moi, j'ai un exemple. J'ai beaucoup de mères, filles, frères et sœurs que je suis. Donc, c'est sûr, dans des cas comme ça, ben, tu sais, s'ils ont un autre frère et sœur, ben, je vais peut-être dire, OK, on va faire un IRM. Mais maintenant, je le proposais pas parce que même si je faisais un IRM, je peux pas rien faire. Fait que là, je disais juste, par contre, si tu as des symptômes, tu viens me voir tout de suite, t'attends pas dans 10 ans, là. On faisait de la ouais. prévention, on prenait de la vitamine D, ça c'est important, je n'ai parlé un peu, mais la vitamine D, ceux qui ont un bas taux de vitamine D, ça augmente les risques d'avoir la SP. Surtout en pédiatrie, ça, on l'a démontré aussi. Donc, c'est sûr que c'est plus dans la prévention, dans les enfants à la fratrie, de prendre la vitamine D. Peut-être qu'éventuellement, on va dire on fait un IRM, mais pas maintenant. Ouais. Une autre question ici. J'ai beaucoup de fatigue liée à la SP. Quelle est la première chose à mettre en place, selon vous, pour m'aider? Horaire de sommeil, activité physique. Donc, ça, c'est dur parce que ça, c'est contraint. Tu l'as dit, je suis fatiguée, j'ai pas le goût d'aller marcher. Ou je suis brûlée, comment je vais faire pour aller faire de l'activité physique? Ça, c'est vraiment bizarre. Mais ce que je vais dire par là, c'est dire, OK, ben d'abord, là, tu sais, mettons ton travail, faut aller voir le neurologue, essayer des fois peut-être couper avoir un 2-3 heures de moins par semaine. Puis ce 2-3 heures-là, on le sépare dans notre semaine pour avoir des 20 minutes par jour pour aller marcher. Le lavage qui traîne un petit peu trop, le ménage qui n'est pas parfait, OK, on le laisse de côté, on s'en va dehors, on s'en va marcher d'un bon pas pour être essoufflé. Parce que l'activité physique va faire qu'on a un meilleur cardio, qu'on alimente nos neurones, puis c'est la chose qui est la plus efficace. Ça, puis l'hygiène de sommeil. Il y a plein d'études qui ont montré qu'on dort mal, on dort pas assez, on se couche trop tard, on a trop d'écrans, donc on essaie de couper les écrans avant de se coucher pour avoir une meilleure hygiène de vie. Ça va faire une différence. Puis, je vous dirais peut-être aussi dans la diète. On fait attention d'avoir le plus de fruits et légumes. Les oméga 3, ça l'aide pour la concentration, donc entre autres les poissons, aussi les graines. Ça avait démontré que ça l'aidait pour la fatigue puis la concentration aussi. Oui, on a eu un très beau webinaire le mois passé qui parlait d'alimentation en général avec beaucoup de belles suggestions qui vont dans le même sens. Une autre question ici, à quel point les données des patients du programme CAN Proco peuvent vous éclairer? Les CAN, C-A-N-P-R-O-C-O. Ben, c'est un peu comme une étude pour voir un peu comme pour la progression. Puis c'est les gens aussi qui avaient comme un diagnostic de peut-être, possible, définitif. C'est intéressant. Moi, je pense qu'ils en ont parlé aussi à Lectrim de dire que ça va nous aider à suivre plus pour le long cours, puis de voir, c'est de diagnostiquer plus tôt la SP progressive, puis voir comment ça évolue. Mais encore une fois, le fait que encore toutes les gens à Lectrim ont encore dit on va essayer de changer de catégorie d'ASP puis de dire le spectrum de la SP. Ça s'en vient vers ça, de dire la maladie de la SP, le spectrum à travers le temps. Puis on va enlever les syndromes cliniques isolés, là, le CIS, on va enlever la rémitante, on va enlever la primaire progressive. On va essayer d'enlever ça pour être moins là, restrictif. C'est ça qu'on essaie de voir aussi, puis surtout aussi au niveau des agents payeurs, comme RAMQ Assurance Privée. Là, pour que nous, neurologues, on soit plus libres là, de prescrire Mm. le traitement pour le bon patient. Oui. Ouais, petite, moi je suis sur un médicament très connu qui, en fait, je vais dire le nom de mon médicament en rappelant que la société n'endosse ni ne, je vais le redire tantôt. Mais moi je suis sur Copaxone encore, les gens disent souvent encore, depuis 2015. Et il y a des chances que j'ai à l'arrêter dès janvier à cause que mon assurance et aucune assurance au Québec ne va le rembourser, en fait. Ce qui me rend un peu comme cette émotion-là. Là. Mm-hmm. Oui, vous avez Euh, raison, parce que le Copaxone 3 fois semaine n'a jamais été remboursé, entre autres, là, puis ils veulent pas le ouais. rembourser. Ils veulent aller avec le biosimilaire.
Et c'est vrai pour Ouais. plusieurs médicaments en sclérose parce que maintenant, on a les génériques pour le fingolimod, le teriflunomide, le diméthylfumarate. Donc, tous les oraux sont rendus en générique. La plupart du temps, ça va bien en termes. C'est pas l'efficacité le problème. Je vous dirais, là, en termes d'efficacité, j'ai pas de problème. Il y en a, Mhm. c'est juste qui trouvent qu'ils ont un peu moins de tolérabilité, un petit peu plus d'effets Ouais, secondaires. Ça, c'est ça c'est ce qu'on que va j'entends beaucoup. voir. Euh, puis oui, c'est anxiogène, Gérard. Puis je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas laisser le choix, là. Puis pourtant, des fois, le coût est presque similaire, là. Ça, c'est un peu dommage que on a Mhm. déjà assez d'anxiété chez les patients en sclérose. Déjà, c'est des choses qui nous stressent. C'était un stress qui était inutile, mais bon. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ben, merci Mais d'avoir c'est pas répondu juste en à ma sclérose, hein. question. On le voit aussi, même en cancer, en d'autres maladies auto-immunes. C'est Ah pas, oui. le gouvernement fait pas ça juste avec la sclérose. Il fait ça avec toutes les maladies chroniques, là. Ah oui, OK. On a deux questions rapidement. Donc, nouveau type de symptômes égale progression. Est-ce que cela doit être corroboré par l'IRM avant de statuer un changement de traitement? Bonne question. Ben, en fait, c'est sûr que pour changer de traitement, j'aime toujours faut avoir une résonance de départ, de baseline qu'on appelle, pour voir d'où on part, parce qu'après, ça va être difficile de voir comment que le traitement agit. Quand il y a des nouveaux symptômes qu'on n'a jamais eus, souvent, ça veut dire pousser. Pas toujours, là, mais des symptômes persistants pendant plusieurs jours nouveaux, souvent, ça peut être un signe qu'il y a une nouvelle plaque. Donc, oui, on aime ça corroborer avec la résonance magnétique, tête et souvent la colonne, indépendamment des symptômes. Puis avant de commencer un traitement ou un switch, c'est toujours bon d'avoir une résonance, là. C'est peut-être pas tout de suite avant, là, mais dans le mois, là, en faisant le changement. Puis pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'un patient qui avait un hernie discale. Puis c'était pas une plaque. Non. Ou ça peut être d'autres choses. Ça peut être un ACV. Ça m'est déjà arrivé qu'il y avait d'autres. C'est pas parce qu'on a la sclérose qu'on n'a pas d'autres problèmes de santé. La sclérose, elle a le dos large, là. Fait que c'est Ouais. pas nouveaux symptômes nécessairement poussés. Ça peut être autre chose. Alors, des fois, j'arrive même à être persuadé que je peux être en train de développer une autre maladie chronique quand je regarde mes symptômes en disant c'est pas la SP, ça. La SP peut avoir le dos large. Des fois, tu veux pas qu'elle ait Oui, le dos large. En tout cas, dernière oui, c'est question vrai. rapidement. À 65 ans, sans pousser à IRM depuis 5 ans, est-il encore indiqué de prendre des immunomodulateurs? Ah, ça, c'est la grande question. Je vais vous répondre dans 2 ans. C'est-à-dire OK. que les études sont en cours. Donc, on n'a pas de bonnes études parce que vous savez que les médicaments, il n'y en avait pas avant. Là, on arrive dans nos cohortes de patients, justement, qui ont 65 ans, qui ont même 70 ans, qui ont commencé les traitements il y a plusieurs années. Puis là, on se dit, ben là, on fait quoi? Parce que les patients de 65 ans ne sont pas inclus dans les études. Souvent, ça arrête à 55. Donc là, on le sait pas. Mais en gros, là, les critères, probablement, ça va être 10 ans de stabilité, au moins 5 ans, pas de plaque à la résonance magnétique, un EDSS qui est assez stable, en haut de 60 ans, on va pouvoir penser à diminuer, sevrer ou changer de médicament pour quelque chose de plus faible avant d'arrêter. Ça va être ce qui s'en vient. Mais là, je peux pas, j'ai pas de bonnes études claires pour répondre. Et c'est pour ça que je vous dis que les études sont en cours. On devrait avoir les réponses plus scientifiques dans 2 ans. Ah oui, OK. C'est parce que ça crée plein de questions et tout ça, mais Ouais, oui, ouais, on en reparle dans 2 ans. ouais. Non, ouais, Eh c'est ça. ben, Peut-être un peu avant, mais en tout cas, à peu près dans ouais. 2 ans. Donc voilà, c'était tout le temps que nous disposions pour la période de questions. Donc, j'aimerais d'abord prendre le temps de vous remercier. Euh, Merci beaucoup Dr. Julie Prévost d'avoir participé au webinaire de ce soir. J'ai encore une fois appris énormément de choses et je suis sûr que les gens à la maison aussi appris énormément de choses. Donc, je vais donc en terminant, vous rappeler que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Euh, Suivez également la Société canadienne de la sclérose en plaques sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires Biogène, EMD Serono, Alexion et Roche. Je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu ce soir.
Comme toujours, je suis aux premières loges, comme vous, pour les recevoir. C'était un sujet que j'allais, je me disais, OK, moi, je peux pas le skipper ou l'écouter plus tard, là. C'est à soir que je devais l'écouter, ce sujet-là. Mais finalement, je suis vraiment, vraiment content de toutes les choses que j'ai appris. Je pense que plus on est expert sur notre propre maladie, plus on est pas nécessairement expert, mais plus on connaît On connaît. les rouages derrière tout ça. Ça peut nous aider, je pense, à prendre les bonnes décisions et dire les bonnes choses aux bons spécialistes pour être traité de la bonne façon. Donc, merci à tous. Merci, docteur Julie Prévost. Et Merci, merci bonne à fin toi. de soirée à tous. Merci. Bonne fin de journée.